Bienvenue sur ma chaîne Objectif Dev. Je suis Laurence et aujourd'hui je vous propose d'approfondir trois grandes notions techniques au travers d'illustrations. Nous allons parler d'Internet, du web et du TCP/IP. Et pas de spoiler alerte, vous saurez tout en temps voulu, c'est-à-dire dans quelques instants. Pourquoi cette présentation alors que j'en ai déjà créé une sur ce sujet? Eh bien, le son était trop faible. J'ai donc décidé de l'enregistrer et de l'enrichir en contenu. Commençons par l'acte de naissance d'Internet et je fais appel à votre imagination pour visualiser la fusée R7 envoyée par l'URSS et qui passe dans notre ciel bleu pour lancer le satellite Spoutnik en orbite autour de la Terre au mois d'octobre 1957. Sa fonctionnalité est mettre un bip bip sur les fréquences radio et il se désintégrera dans l'atmosphère le 4 janvier 1958. Dans un contexte de guerre froide entre les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques depuis 1922, cet événement a une double conséquence, notamment pour les États-Unis. La première, eh bien, ça marque le début de la course à l'espace ou de l'ère spatiale. La seconde, c'est l'interprétation de cette avancée par les États-Unis comme une menace. Si les soviétiques peuvent envoyer un tel engin dans l'espace, ils sont donc en mesure d'envoyer un missile nucléaire n'importe où dans le monde. En réaction, le président américain Dwight David Eisenhower crée ARPA en 1958 qui donne naissance au projet ARPANET pour la recherche de technologies à usage militaire. Il s'agit des premiers pas vers Internet. Les enjeux d'ARPANET, devenir leader en technologie de l'information. Créer un réseau permettant d'échanger des informations, des messages. Communiquer à distance d'un nœud à l'autre et en cas de destruction d'une partie du réseau, continuer à communiquer. Créer un programme qui permette aux données de sélectionner le meilleur chemin possible d'accès à l'objectif. ARPANET signifie Advanced Research Projects Agency Network, premier réseau de transfert de paquets. Ce projet doit répondre aux enjeux que nous venons d'énoncer, mais également à des nécessités économiques. L'objectif étant de faire mieux avec le minimum de moyens. Dans les années 60, les ordinateurs sont des machines coûteuses. Il est donc impossible d'en acheter en grand nombre, ce qui donne l'idée de les partager entre plusieurs personnes. On peut aussi partager les ressources, par exemple le résultat de recherche, et donc diminuer le coût de recherche. Et si les interlocuteurs sont répartis sur plusieurs sites, ils doivent pouvoir s'échanger des fichiers à distance. De ces besoins sont nées des solutions, le packet switching, l'envoi de paquets et donc l'échange de fichiers. Une interface message processor pour l'envoi de messages. Le partage de machines et de ressources appelé CTSS, Compatible Time Sharing System, qui consiste à mettre à la disposition d'autres utilisateurs du temps processeur lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui est fréquent. Et on pourrait traduire ceci par un temps processeur partagé. Qui sont les pionniers d'Internet? Eh bien, Paul Baran, dans un premier temps, il est le créateur d'un réseau capable de résister à la destruction de 50% des nœuds. Il a défini que si chaque nœud comporte 3 liens, l'objectif est atteint. La transmission d'informations est assurée. Donald Davis, protocole de transmission d'informations sous forme de paquets. On lui doit le terme de paquet et la commutation de paquets. Ce sera fondamental. Leonard Kleinrock, dans le projet ARPANET, il utilise la théorie de commutation de paquets de Donald Davis. Il est donc aussi partie prenante d'ARPANET. Soulignons qu'en France, l'ingénieur Louis Pouzin du réseau Cyclade a utilisé également la commutation de paquets dans les années 70. Joseph Karl Robert Licklider, père des interfaces conviviales et graphiques avec dispositifs de pointage, mais aussi les bibliothèques numériques, le commerce électronique, la banque en ligne. Ivan Sutherland, il travaille sur les capacités graphiques des ordinateurs et sur l'interaction homme-machine. Robert Taylor, avec Lawrence Roberts, il travaille sur les réseaux informatiques pour le projet ARPANET. Licklider,
Taylor et Douglas Engelbart vont travailler également sur un pointeur qui sera le précurseur de la souris. Vinton Cerf et Robert Kahn mettent en place un protocole de transmission des données par paquet à partir des travaux de Louis Pouzin. Nous venons donc de citer les pionniers américains. Savons-nous qu'en France, nos ingénieurs ont activement participé à la création d'Internet? Louis Pouzin et son équipe Cyclades ont joué un rôle fondamental avec ARPANET. Dans le temps partagé, la commutation des paquets, le regroupement donc de données en paquets sous forme d'un en-tête et d'une charge utile, le message, le contrôle de flux du protocole TCP/IP, la création du datagramme dans la transmission d'un paquet de données, cette fois-ci sans garantie qu'il arrive à destination. Louis Pouzin est récompensé en tant que pionnier d'Internet, ce qui est fondamental à savoir, nous qui sommes en France, vous qui nous regardez peut-être via cette vidéo, la France peut être fière de ses ingénieurs. Ils participent à des conférences pour dénoncer le monopole de la gestion des noms de domaine par l'ICANN et créent une start-up RINA pour gérer justement des noms de domaine. Il explique que l'ICANN réserve le maximum de noms de domaine pour les États-Unis et gagne énormément d'argent sur cette gestion par notamment l'organisation d'une forme de pénurie. Je souhaite mentionner les noms des contributeurs au projet Cyclades et donc par répercussion à Internet. Ils ont tous travaillé avec Louis Pouzin. Nous allons citer en premier lieu Michel Monpetit, qui négociera les lignes téléphoniques et gérera les relations avec les industriels. Jean-Louis Granger, qui travaillera sur le temps partagé. Zimmermann, qui travaillera sur le datagramme, la numérotation des paquets, et avec Chaillet et Bachmann sur les bases de données et l'architecture OSI. NAFA, qui travaillera sur le routeur, le terminal paquet. Touchard, qui s'occupera du développement. Eli, la télématique, qui est l'informatique et la télécommunication. Ce sont ces deux notions techniques reliées. Le Bihan, qui travaillera sur le SGBD, le système de gestion de bases de données. Le LAN, qui designera le protocole TCP/IP. Et enfin, Deloche, qui appartient plutôt au réseau ARPANET et qui travaillera sur les spécifications d'Internet et du TCP/IP. Tant de talents en France. Et pourtant, ce sont les États-Unis qui ont réellement créé Internet. Alors pourquoi? On peut se poser cette question. Le général de Gaulle et le président Georges Pompidou ont créé le plan Calcul. Je cite le wiki. Pour assurer l'autonomie de la France en matière de technologie de l'information et développer une informatique européenne. Mais alors, pourquoi tout ceci n'a pas donné lieu à un Internet français? Eh bien, le président Giscard d'Estaing décide l'arrêt de ce plan au profit d'un autre projet né d'un rapport Noramink. C'est l'avènement du Minitel. La leçon à tirer de cette mésaventure, bien d'abord merci Monsieur Giscard d'Estaing, mais également l'aspect fondamental de l'investissement politique et gouvernemental dans les nouvelles technologies. Ne pas avoir peur de voir grand et de se projeter le plus possible dans l'avenir. Nous n'aurions pas été les créateurs de Minitel, mais d'Internet. À ce jour, nous avons un Internet incontournable, mais géré et détenu par les intérêts américains. Une sécurité insuffisamment développée, une organisation de la pénurie des noms de domaine pour mieux les vendre. Je ne citerai pas tous les pionniers d'Internet, tous les ingénieurs qui ont travaillé dessus, mais rappelons quand même que l'University College of London a travaillé également, l'Institut Polytechnique de Milan, l'Université de Waterloo au Canada, le DATL en Allemagne, NCMAG à Grenoble et le Canada. Entrons dans le concret. En quoi consiste le projet ARPANET? Les universitaires déterminent que l'on enverra un message entre deux sites universitaires que sont l'Université de Californie à Los Angeles et l'Institut de recherche de Stanford au sud de San Francisco. ARPANET est donc un réseau d'ordinateurs composé au départ d'un petit nombre de machines
Et en fin 69, on effectue le test qui consiste à envoyer un message contenant le mot login vers une autre machine. Suite à un bug, les 3 dernières lettres mettront 1 heure pour être réceptionnées. Ce qui nous montre qu'Internet n'a pas été créé du jour au lendemain et ce qui rassure lorsqu'on se trouve devant un bug et que l'on essaye de débugger son code. Le courrier électronique viendra compléter le tableau en 72. Pour aller plus loin dans la définition d'Internet et comprendre, il faut comprendre le web. Et on ne peut pas aller plus loin sans connaître les inspirateurs du web. Vannevar Bush, qui a créé Memex, une sorte d'extension de mémoire. Il prédit l'invention de l'hypertexte, inspiré de Paul Otlet, et envisage le stockage de livres, de notes, d'idées, de liens. Son modèle, le cerveau humain. Ted Nelson, l'hypertexte, il s'agit d'unités d'information reliées entre elles par des hyperliens. Il travaille au projet Xanadu. Selon Wikipédia, il s'agit d'un système d'information qui permet le partage universel et instantané de données informatiques. Mais le projet étant trop long, il sera supplanté par l'Hypertext Transfer Protocol HTTP, plus simple. Ces 2 inspirateurs vont permettre à Tim Berners-Lee d'émettre une suggestion en 1989. Il s'inspire de leurs travaux. Il crée le World Wide Web avec un premier navigateur du même nom et des pages web. Nous conserverons surtout la terminologie web. Il rédigera les spécifications des URI, chaînes de caractères qui identifient une ressource sur un réseau et qui créent des liens. Il fonde aussi le W3C pour World Wide Web Consortium qui regroupe des personnes qui rédigent les normes du web. Le web est une toile d'araignée composée d'hyperliens qui relient les pages web entre elles et permettent une navigation vers n'importe quelle machine reliée au réseau qui disposerait d'un accès public pour échanger des fichiers. Quel est le lien entre Internet et le web? Eh bien, le web fait partie d'Internet et vient compléter le réseau d'ordinateurs, le courrier électronique, la messagerie instantanée et le partage de fichiers. Le premier nom donné à Internet était Internetwork en 1974. Internet est donc un réseau d'ordinateurs de portée mondiale qui repose sur un protocole IP. Chaque ordinateur dispose d'une adresse IP qui permet de le différencier des autres et de le contacter ou de le connecter. Il existe une autre notion, le net. C'est généralement sous cette appellation que l'on parle d'Internet de nos jours. Or, le net, c'est Internet plus intranet plus extranet. Intranet étant un réseau interne d'une entreprise, extranet étant par exemple reliant par exemple les partenaires d'une entreprise, par exemple les filiales. En 83, les communications entre ordinateurs du réseau Internet se feront via TCP/IP, protocole de transmission des informations, et qui fait suite au Protocol for Packet Network Intercommunication de 1974. Le TCP/IP est fondamental, il est la base d'Internet. Et on peut donc se demander légitimement qu'est-ce que le TCP/IP, ce fameux Transmission Control Protocol Internet Protocol, ou commutation des paquets. Mais qu'est-ce que réellement la commutation de paquets? Eh bien, nous avons vu ensemble que l'équipe française Cyclade a travaillé sur la commutation de paquets. Louis Pouzin s'est inspiré du transport ferroviaire qui consiste à envoyer des messages par bloc ou morceaux entre 2 gares et à transposer l'exemple en informatique. Ils appelleront ce système le datagramme. Dans les années 70, l'objectif était d'envoyer un message sans erreur, ce qui est long, compliqué et qui génère de nombreuses pannes. En s'inspirant du réseau ferroviaire, ils préfèrent les chemins multiples, la reconstitution du message à son arrivée à la gare suivante. Et c'est ainsi que naît la commutation de paquets. Illustrons ce qu'est le datagramme. On va le comparer avec le courrier pour simplifier la vision du datagramme. Il existe le courrier recommandé. Avec accusé de réception, l'expéditeur envoie son courrier avec suivi. Et si le destinataire est livré, l'expéditeur reçoit l'accusé de réception. Il est donc certain que le destinataire
a bien reçu sa lettre. Mais le datagramme n'est pas un courrier recommandé, c'est un courrier simple. L'expéditeur envoie sa lettre sans avoir la moindre certitude que le destinataire va la recevoir. L'avantage du datagramme, la rapidité d'envoi. Et les inconvénients, eh bien le message peut arriver dans le désordre ou corrompu. Il- L'expéditeur ne peut pas garantir la livraison, pas de contrôle intermédiaire, on parle de services non fiables. Et c'est pourquoi le TCP/IP a pris le dessus, parce qu'il peut garantir l'envoi du message dans son intégralité. En résumé, le projet ARPANET a permis de lancer des chantiers sur le partage de machines et l'envoi de messages. De nombreux travaux dans le monde entier ont permis de créer les réseaux, la commutation de paquets, le web. On arrive à un moment où l'on a besoin de trouver un modèle de communication entre ordinateurs pour pouvoir échanger avec le plus grand nombre de machines. Nous en parlerons de ce modèle dans ma prochaine vidéo. Il s'agit du modèle OSI. J'ai voulu fractionner pour ne pas faire de vidéo trop longue. Et nous parlerons aussi de la carte réseau. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, je vous remercie d'ajouter un pouce et de partager le lien de cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez également déclencher la cloche pour recevoir les notifications et vous abonner pour toujours plus de contenu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine, tout de suite, pour la suite, le modèle OSI et la carte réseau. Au revoir.